Salut tout le monde, c'est Roger Muntu de RM Show, un Voice of America. Un grand plaisir de vous savoir nombreux, de suivre ce que nous allons vous proposer en ce moment. L'opposant congolais Martin Fayulu a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle contre le résultat de la présidentielle du 30 décembre qui le donne deuxième derrière l'opposant Félix Tshisekedi. M. Fayulu a estimé que le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, avait violé la loi électorale. Il a jugé que la vérité des urnes sortirait d'un deuxième décompte des voix. Rappelons aussi que M. Fayulu est arrivé deuxième de l'élection présidentielle avec 34,8% des voix contre 38,57% au vainqueur Félix Tshisekedi. Il revendique, lui, M. Fayulu, la victoire de 61% des suffrages et accuse le président Kabila, qui n'était pas autorisé à se présenter par la Constitution et dont le candidat Emmanuel Shadari a fini troisième ou 23% d'avoir orchestré un putsch électoral avec M. Tshisekedi totalement complice. J'ai eu l'honneur et le privilège d'interviewer ces deux messieurs ici à Washington, à Voice of America. Nous avons circulé, nous avons parlé, nous avons palpé l'actualité, la politique congolaise, mais nous avons aussi parlé d'un sujet qui dérange plusieurs mélomanes de la musique, l'interdiction des combattants, interdiction par les combattants des concerts des Congolais, des artistes congolais en Europe et ici aux États-Unis. Cette interdiction par les combattants ces concerts a causé beaucoup de problèmes dans la communauté congolaise et en Europe et ici et au Congo. Les deux messieurs ont répondu à cette question et comme j'ai dit, ils ont aussi palpé l'actualité politique du pays. Ce sont des archives, des interviews que nous vous proposons ce soir dans cette émission. Suivant. Bonjour Monsieur Fayulu et bienvenue à la VOA. Bonjour, merci pour l'invitation. Super. Alors, on va juste commencer. Honorable, quel est le but de votre voyage ici en Amérique? Écoutez, je suis venu pour soutenir mon fils qui faisait sa graduation et puis pour prendre des contacts avec les Congolais de Washington et puis des membres du Congrès et certains milieux politiques ici à Washington. Alors nous en profitons aussi pour donner une félicitation à votre fils qui a fini l'université ici. C'est très bien de voir toujours un enfant suivre les pas, bien sûr, de papa. Alors, parlant de ces démarches où vous êtes venu voir les autorités américaines, pourquoi exactement? Et vous devez le savoir, la République démocratique du Congo, enfin, démocratique de nom, mais le Congo, notre pays, connaît beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, c'est que M. Kabila, qui est arrivé au pouvoir par des voies détournées, qui s'est maintenu au pouvoir malgré l'élection de 2006 qui n'a pas gagné, et c'est Bemba, Jean-Pierre Bemba qui avait gagné en 2006. Et en 2011, M. Kabila n'a non plus gagné, et c'est M. Tshisekedi qui avait gagné. Et il est resté au pouvoir et il veut y rester éternellement. Or, nous avons un cycle électoral qui n'a pas été terminé, donc le cycle de 2011, et nous avons un autre cycle qui arrive en 2016. M. Kabila trouve le moyen, lui, avec ses amis, de vouloir changer la constitution actuelle. Pourquoi? Pour se maintenir au pouvoir. C'est pour cela que nous disons non. Monsieur Félix Tshisekedi, merci d'être là aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, Roger Muntu. Je devais aussi profiter de ce moment, je dois le dire, Félix, pour vous présenter mes condoléances pour Monsieur Etienne Tshisekedi, qui j'ai le privilège et l'honneur d'interviewer plusieurs fois ici à Washington. Merci. Et vous voir en face et vous présenter les condoléances, je devais le faire. Merci beaucoup, Roger Muntu. Merci. Alors, commençons d'abord par la raison de votre visite ici aux États-Unis. Bien, je veux dire que c'est une visite qui anticipe une autre visite. En fait, la visite officielle, c'est à la mi-septembre, mais évidemment, quand on est un acteur politique congolais d'importance, on va dire, tout en restant modeste, quand on vient aux États-Unis, on ne peut pas passer inaperçu forcément
il faut voir les uns et les autres. Mais la grande visite, c'est pour la mi-septembre. Nous reviendrons en délégation et les contacts sont déjà pris. Et à ce moment-là, on en parlera. Et là, on ne peut pas savoir de quoi il s'agirait comme... Non, pour le moment, non. Je préfère pas. Pas de problème. Alors, je me suis toujours dit, Monsieur Félix Tshisekedi, quand je vais vous poser cette question, ça doit être un lourd héritage pour vous, fils d'Étienne Tshisekedi, ce que vous portez aujourd'hui. Ça doit être lourd pour vous. Est-ce que vous posez des fois la question de savoir pourquoi, comment je me suis mis dans tout ça aujourd'hui? Non, parce que bon, je suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Hein. Je suis un petit peu préparé à tout cela. Donc, j'ai un père qui a fait la politique depuis que j'étais né. Donc, moi, quand j'ai commencé à comprendre les choses, je l'ai trouvé en politique. Je ne sais pas, j'ai ressenti un peu de fibre politique en moi. Donc, je me suis intéressé à ça aussi depuis mon jeune âge. Et voilà, donc, je n'ai rien fait de spécial. On n'a pas préparé pour ça. Je suis dans le bain, je suis dedans. Mais vous n'êtes et pas l'héritage, c'est vrai qu'il est lourd à porter parce que la tendance, c'est toujours de me comparer à l'icône. Je ne suis pas l'icône, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, je suis Félix, je tracerai ma voie à ma manière, mais en m'inspirant de l'icône, parce que lui a vraiment façonné ma façon de voir la politique, d'approcher. Et la vision que j'ai pour le Congo, elle vient de lui. Qu'est-ce que vous dites des gens tellement posé de questions, tellement cherché à comprendre les choses qu'aujourd'hui, je me sens prêt à guérir. Et qu'est-ce que vous dites des gens qui disent aujourd'hui, en Afrique, il y a père, il y a fils, il y a père, il y a fils? Non, c'est une continuité. Non, mais écoutez, moi je pense que tant qu'on laissera la parole au peuple d'Afrique de décider eux-mêmes de qui va conduire leur destin, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de père et de fils. Mais quand on impose, quand le père impose son fils, là, il y a un problème. Ça, c'est clair. Surtout si on l'impose contre la vie, le gré du peuple. Mais dans mon cas, que ce soit à l'UDPS ou maintenant, on ne m'a pas imposé. Moi, je n'ai jamais bénéficié des faveurs du père. J'ai toujours essayé de me forger moi-même mon caractère, ma carrière. Et lui aussi, c'était quelqu'un d'assez spécial qui n'accordait pas de faveur parce qu'on était son fils, son ami ou qui que ce soit, son proche. Donc voilà, donc, moi je ne me sens pas du tout concerné par ce à quoi vous faites allusion. Les FAC ont lancé cette campagne de pétition et nous avons compris que M. Kabila et les siens ont commencé à faire marche arrière. Mais arrivé au mois de septembre-octobre, il a envoyé ses délégués, notamment M. Minakou, sur une station de radio pour dire que M. Kabila respectera la Constitution, mais dans des termes très vagues. Mais M. Kabila partira le jour où il y aura élection dans ces pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils ont voulu utiliser la jurisprudence des sénateurs actuels, des députés provinciaux actuels et des gouverneurs de province. Toutes ces trois catégories ont été élues en janvier 2007 pour un mandat de 5 ans. Leur terme est terminé depuis 2012, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Donc, Kabila, Minakou et tous ces mondes-là voulaient dire que M. Kabila partira le jour où il y aura élection. Donc, dans leur tête, ils devraient tout faire pour qu'en 2016, il n'y ait pas élection présidentielle. Alors, ces rumeurs, on doit quand même en parler, sûrement vous avez déjà entendu parler, qui évoquent une éventualité nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre en remplaçant Bruno Tshibala. C'est de la distraction. D'ailleurs, je mets en garde Joseph Kabila sur le fait qu'il ne doit pas considérer l'UDPS comme une réserve de personnes à débaucher. Il l'a fait avec Bruno Tshibala. Je crois que ça suffit. Il n'en trouvera plus. Il n'en trouvera plus parce qu'à l'UDPS, nous avons, comme je vous ai dit, un idéal, une vision. Nous voulons instaurer l'état de droit au Congo. Nous voulons promouvoir la démocratie et ensuite nous occuper du bien-être de nos concitoyens. Et ça n'a pas de prix. Ce n'est pas un poste de Premier ministre qui, de plus, Premier ministre à la solde d'eux,
qui va m'aider à atteindre cet idéal. Donc, pour rien au monde, je n'hypothéquerai ma dignité, mon honneur, pour faire plaisir à Joseph Kabila. Non, ce n'est pas le poste de Premier ministre qui vous intéresse. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est de faire gagner le Congo, de transformer ce pays parce qu'il a des potentialités tant naturelles qu'humaines, de le transformer en une puissance en Afrique et même dans le monde, de faire rayonner le Congo, en tout cas d'y contribuer. Je sais que je ne peux pas y arriver seul, mais je peux pousser, inciter mes compatriotes à m'accompagner dans ce projet. Actions pour le faire partir. Honorable Fayulu, le secrétaire d'État américain Kerry a exhorté le président Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Et vous parlez, n'est-ce pas, aussi de la Constitution, mais vos impressions, est-ce que vous croyez que le président Kabila se portera toujours candidat malgré ces exhortations de la part du secrétaire d'État américain? M. Kabila a multiplié des actions pour être candidat. Donc, je vous ai parlé des livres de son secrétaire général de son parti, M. Bouchab. Je vous ai parlé de l'émission radiodiffusée de M. Minakou. Je ne vous ai pas parlé encore, mais vous devez savoir qu'il a organisé une réunion à Kingakati, dans sa ferme privée, avec tous ses membres. Et ils ont parlé ils ont dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a une radio qui a informé tout le monde entier qu'il y avait cette possibilité. Et les membres de son parti, de sa mouvance, ou de son parti à ce moment-là, sont partis à Mbandaka, dans une des provinces, un chef-lieu de province de l'Équateur. Ils sont partis là-bas, ils ont tenu une réunion, et l'exhortation de ces membres, c'est que M. Kabila doit demeurer au pouvoir. Alors, donc pour nous, la visite du secrétaire d'État John Kerry est une visite pour nous salutaire. C'est pour renforcer la position du peuple congolais. Et nous sommes contents que des pays amis, des pays épris de démocratie, des pays qui voient l'évolution du monde, des pays qui pensent qu'on ne peut plus faire marche arrière et que les gens doivent apprendre, je dis bien apprendre, à respecter leur constitution. Et ça, c'est ce que M. Kerry a dit, ça nous réconforte. Félix, votre réaction sur les récentes déclarations de Jacob Zuma, président en exercice de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, selon lesquelles ces élections ne pourraient pas se tenir en RDC en 2017. Et certains pensent que ce n'est qu'une simple réalité, que c'est compliqué, c'est difficile, que ces élections ne peuvent pas avoir... Qu'est-ce que vous avez... Oui, mais bon, ça me laisse un peu sur ma faim parce que j'ai rencontré le président Zuma il y a quelques mois et ça s'était très bien passé. Il avait une attitude plutôt, je vais dire, positive par rapport au Congo. Il voulait qu'on s'en sorte. Bon, maintenant, la phrase peut avoir été sortie de son contexte, donc je ne peux pas réagir à chaud sur ce que j'entends là. Et depuis, vous n'avez pas parlé avec lui. Je pense quand même, oui, depuis, je n'ai pas parlé avec lui. Je pense quand même qu'il faisait le constat dont vous parlez, c'est-à-dire qu'à cause de la mégestion, évidemment, de ce problème, à la fois par Corneille Nangaa, qui est instrumentalisé par Joseph Kabila, et surtout par Joseph Kabila, je crois qu'il faisait ce constat et donc il dit il faut reporter ou tenir ces élections l'année prochaine. Ouais. Mais nous disons qu'il n'a peut-être pas bien été informé. Je crois que c'est encore possible, surtout pour les présidentielles, de les organiser cette année. Et donc, nous nous inscrivons dans cette logique parce que nous pensons que Joseph Kabila est le responsable de cette situation. Vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. En 2016, il n'a pas voulu, j'insiste, organiser des élections. En 2017, alors qu'on lui a offert cette possibilité de sortir grandi des 16 ans de catastrophe à la tête du pays, de bilan catastrophique qu'il a, eh bien, il a encore craché dessus en essayant de saboter le processus. Et là, nous disons, ça suffit, on ne peut pas aller de report en report parce que finalement, Joseph Kabila ne quittera jamais le pouvoir à ce rythme. Voilà pourquoi nous disons qu'il y ait élection ou pas cette année, pour lui, ça doit s'arrêter. Parce que donc vous êtes déterminé. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Oui, nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. Ce ne sont pas des mots lancés comme ça
à la sauvette, je vous dis, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, jusqu'au moment où il va déguerpir. Donc, M. Kabila, on ne demande pas sa volonté. On ne demande pas aujourd'hui, vous aussi aux États-Unis, la volonté de M. Obama, s'il doit rester au pouvoir ou pas. Il sait qu'il doit partir parce que la loi ne lui permet pas. M. Kabila sait qu'il doit partir. Il sait bien que malgré les coups d'État qu'il a fait, et aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin, le terme est arrivé et il doit partir et personne. Alors personne ne peut changer ces articles verrouillés. En 2011, exactement le 11 janvier, M. Kengo, président du Sénat, avait accepté la modification de la Constitution d'une manière intempestive. Parce que vous savez, le Sénat se réunissait en session extraordinaire. Or, la session extraordinaire, d'après le règlement intérieur, se tient selon un calendrier précis, préétabli. Donc, dans ce calendrier, il n'était pas mentionné le point sur la révision constitutionnelle. Mais il a accepté, ils ont accepté. Et c'est pour cela que nous nous disons, voilà une tricherie. C'est lui qui met tout en œuvre pour qu'on n'ait pas d'élection. Et lorsque la pression se fera forte, il a déjà dans ses tiroirs un scénario autre, c'est-à-dire il va mettre un pantin, lequel pantin va lui chauffer le siège en attendant qu'il revienne encore. Donc que ce soit pour l'un ou l'autre des scénarios, nous disons que Joseph Kabila doit arrêter de nuire. Et nous sommes là pour l'empêcher de continuer à nuire à la démocratie, au processus politique entamé depuis Sun City, parce que en Afrique du Sud, donc rappelez-vous, le dialogue intercongolais avait accouché d'un pacte républicain, lequel a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut, après 2 mandats, si évidemment le premier est renouvelé, quitter la tête du pays et permettre à l'alternance de se réaliser par la volonté du peuple. Et là, il est en train de torpiller ce qu'il a lui-même signé, ce qu'il s'est engagé à promouvoir en promulguant la Constitution qui nous régit actuellement. Donc nous disons qu'on ne peut pas être l'otage d'un individu, fût-il Joseph Kabila, et le temps est venu de lui expliquer qu'il y a une vie après la présidence. La Constitution. Pour nos auditeurs honorables qui ne savent pas comment ça se passe, est-ce que cela doit être voté par vous les députés? Un changement? Oui, les changements. Ouais. Alors, il y a la Constitution prévoit dans son article 218 la manière dont on peut réviser la Constitution. C'est prévu. Mais la même Constitution, dans son article 220, dit qu'il y a certains articles, certaines dispositions qui ne peuvent pas être révisées, notamment la disposition qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans et renouvelable une seule fois. La disposition qui dit qu'il y a un suffrage universel. À chaque fois, par exemple, le président de la République est élu au suffrage universel. Ça ne peut pas être revisé. L'article 197, alinéa 2, qui dit que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, ça ne peut en aucun cas être révisé. Le multipartisme, cet article 220 encore, dit que le multipartisme est là et restera. Personne ne peut demain venir en RDC et dire que maintenant nous instituons le monopartisme. Personne ne peut venir en RDC et dire que la République c'est fini et nous entrons en monarchie. Donc tout ça, le multipartisme syndical, le prérogative dévolu aux provinces, on ne peut en aucun cas y toucher. Et donc là, il y aura une transition sans Kabila, si on comprend Voilà, bien. c'est ce que nous proposons, une transition sans Kabila et une personnalité consensuelle, désignée par tout le monde, la classe politique, la société civile, et laquelle personnalité va s'engager à ne pas elle-même concourir à la compétition présidentielle et conduire le pays dans une période très courte à des élections. Parce que le processus électoral est entamé au moment où on parle, l'enrôlement est quasiment terminé, il ne reste plus que le Kassai. Et donc, déjà à propos du toilettage, on peut commencer le toilettage
des zones qui ont déjà été enrôlées, des populations qui ont été enrôlées, en attendant de finir le Kasaï. Si le Kasaï finit l'enrôlement au mois de novembre, on peut, au mois de novembre, avoir des élections, je veux dire, en ça décembre. sera possible. Donc On peut avoir des malgré élections que en décembre. Nanga ait dit que C'est ce n'est pas possible, du ne tout fût-ce possible. que les élections présidentielles, j'insiste, ne fût-ce que pour les présidentielles, si on les prépare dès maintenant, au moment où on fait le toilettage, on prépare la loi électorale parce que l'Assemblée, le Parlement va entrer en session de septembre le 15. Donc, il y a moyen, s'il y a de la volonté, de le faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne volonté et donc on ne peut pas continuer à permettre à ces gens qui n'ont pas de bonne volonté à demeurer à la tête du pays et nuire donc au pays et à son peuple. D'autant plus que vous savez, je ne vous le dis pas, la situation économique et sociale est catastrophique. Là aussi, encore un autre échec à mettre au bilan de Joseph Kabila. Et c'est pourquoi Donc, certains pensent que financièrement, ça ne sera pas possible d'avoir ces élections. C'est possible d'avoir ces financièrement élections parce qu'on ne peut pas accepter que cet individu qui brandit partout le manque de moyens soit lui-même multimilliardaire, lui et sa famille. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent au Congo qui n'est pas affecté là où on devrait l'affecter et qui est mis ailleurs. Et donc rien que pour cela, nous ne pourrons pas accepter cette excuse-là. Quelles sont vos relations avec les autres opposants? Je parle de M. Tshisekedi, M. Kamere et tous les autres. Quelles sont vos relations? Et je veux parler en termes de partis politiques, en termes de SID, UDPS. Voilà. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône, gagne quand même réel. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Les relations sont là. Vous savez, nous venons de loin. Moi, j'ai animé avec d'autres amis, avec maman Thérèse Pakassa, la DTP, Dynamique Tshisekedi président. Nous avons tout fait pour amener Tshisekedi à la présidence de la République. Tshisekedi, vous le savez, a gagné cette élection-là, mais la tricherie et les coups d'État du 9 décembre a fait que, bon, c'est Kabila qui a été placé sur le fauteuil. Mais aujourd'hui, nous devons continuer. Nous avons continué. C'est pour cela que nous avons accepté d'entrer à l'Assemblée nationale. Nous avons fait l'objet de beaucoup de critiques, mais nous le prenons sur nous et nous nous sommes dit, nous utilisons la tribune de l'Assemblée nationale pour parler. Vous dites ici en anglais, you have to voice yourself. Parler, dire des choses qui ne marchent pas. Et surtout, dire que Kabila a fait un coup d'État et ne pas les reconnaître. Et ça, nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Mais dans l'entretemps, il faut s'organiser. Monsieur Félix, au moins 140 personnes ont péri dans un glissement de terrain dans le nord-est ce lundi. Les autorités sur place, le glissement d'ailleurs, c'était le mercredi dernier en République démocratique du Congo. Joseph Kabila avait rapidement instruit le gouvernement de venir en aide aux sinistrés. Un mot là-dessus. Oui, d'abord, je présente mes condoléances aux familles des disparus. Bien évidemment, il faut essayer de chercher les raisons de ce glissement de terrain. Bon, certains pourront dire naturel, mais moi je crois que c'est encore et une fois de plus cette incurie de ce régime qui laisse nos populations vivre à l'état animal, qui n'amène aucune solution dans nos villes, dans nos villages, et qui laisse... qui laisse l'État absent dans le quotidien des Congolais. Et je crois que ça doit être une des conséquences. Malheureusement, ce malheur est arrivé pendant que je me trouvais loin du Congo, mais j'essaierai de voir dans quelle mesure, dans le cadre du rassemblement ou de l'UDPS,
nous pourrons apporter notre soutien aux victimes. Mais on ne nous sommes pas arrêtés là-bas. Et nous nous sommes dit, nous, partis politiques SID, nous sommes membres de Force Acquise au Changement, mais allons plus loin. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un mouvement qui inclut beaucoup plus de plateformes? L'UDPS seul, c'est un parti qui a beaucoup de poids, le plus grand parti politique en RDC. Nous sommes partis voir les amis de l'UDPS, le secrétaire général Mavungu et son adjoint Chibala. Nous sommes partis les voir. Nous avons discuté avec les amis des CVD, Coalition pour le vrai dialogue. Donc le parti, vous avez cité M. Kamere, son parti est membre de ces regroupements politiques. Nous sommes partis voir les amis de G14. Nous sommes partis voir les amis de la société civile. Et d'autres, nous leur avons dit, et d'autres députés qui sont dans l'opposition. Nous leur avons dit, nous pensons que l'heure est arrivée pour faire un grand mouvement où tous ceux qui sont contre le système peuvent se retrouver pour conduire le pays vers la vraie démocratie. Les amis de l'UDPS nous ont dit, écoutez, l'idée est très bonne, allez-y, et nous allons observer. Les amis de la société civile, avec M. Christopher Ngoï, coordonnateur de la société civile de la RDC, eux, ils ont accepté. C'est un mouvement énorme avec beaucoup d'associations. Les amis de la CVD, okay, nous nous sommes mis d'accord, et l'idée c'était entre nous trois là, et les trois groupes ont accepté, et nous avons créé Sauvons la RDC. Donc le parti de Kamere n'a pas accepté. Et dedans. Le parti de M. Kamere est membre de la coalition CVD, c'est-à-dire Coalition pour le vrai dialogue. C'est clair que vous entendez très bien avec Moïse Katumbi. Parlons d'une dizaine d'associations aussi et mouvements de la société civile congolaise qui ont signé à Paris un manifeste réclamant le départ de Joseph Kabila et la mise en place de la transition citoyenne à l'issue d'une campagne pacifique. Et je crois que, si je me rappelle bien, Syndicat Dokolo, gendre du président angolais et riche collectionneur d'art, était aussi parmi. Quelles sont vos relations, Félix Tshisekedi, avec les autres les Lucha, les Filimbi et tout? Non, elles sont bonnes, elles sont bonnes. C'est des relations entre patriotes, entre personnes qui sont acquises à la volonté de changer la situation en République démocratique du Congo. Nos relations sont très bonnes, d'autant plus que le frère syndicat de Kolo, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, avait parlé de cela, avait discuté de cela en son temps, et nous étions plus ou moins au courant de cette initiative que nous avions encouragée. Je dis nous parce que nous avions eu une réunion à l'époque, c'était début juillet, à Londres avec Moïse Katumbi et Syndicat. Et donc nous avions encouragé cette initiative et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui elle a pris forme et qu'elle est devenue réalité. Elle s'inscrit exactement dans le même sens que notre feuille de route sortie au conclave de la fin du mois de juillet. Donc forcément, nous ne pouvons qu'accorder nos violons, d'autant plus que c'est pour la bonne cause. C'est pour libérer le Congo de cette dictature qui veut s'imposer à nous et de l'installer sur les bons rails qui vont le mener à son développement. Et ça a continué encore. Lundi, il y a 10 jours, j'ai eu, donc mon groupe, une réunion tête-à-tête avec la MONUSCO pour continuer. Alors nous nous avons proposé que la première quinzaine soit mise à profit pour des contacts. Et puis la deuxième quinzaine, nous faisons le dialogue. J'espère que ça va se faire. Parce que le dialogue, il n'y a rien d'autre que le dialogue qui peut nous amener à un compromis. On dit un compromis, pas une compromission, mais un compromis pour aller de l'avant. Ça, c'est le premier point du calendrier. Deuxième point du calendrier, nous devons nous mettre d'accord au cours de ces dialogues qu'il y ait un audit du fichier électoral. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les électeurs doivent voter. Les électeurs, leur nom se trouve dans un registre. Mais il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs, ils doivent être électeurs, ils peuvent élire, comment dire, des députés, des sénateurs, ainsi de suite, le président de la République.
mais ils ne savent pas si leur nom se trouve sur le registre, sur la liste. Parce qu'en 2011, les gens sont partis voter. Nombreux n'ont pas pu voter parce que leur nom ne se retrouvait pas sur des listes électorales. Donc c'est pour cela que nous nous disons qu'il faut un audit. Tenez, un exemple très simple. Au moment où on faisait l'enregistrement des électeurs, Kinshasa avait plus de 10 millions d'habitants. Kinshasa, c'est une ville qui a moins de 10 000 km². Donc, Kinshasa a produit seulement 3 400 000 électeurs. Je donne un chiffre arrondi. 3 400 000 électeurs. Mais pour une ville de plus de 10 millions d'habitants, où le 3/4 même de sa superficie est occupé par la commune de Maluku, clairsemée, et tout le monde, il y a une densité énorme, plus de 900 personnes par km² à Kinshasa. Mais vous avez la province du Katanga, qui à ce moment-là avait 7-8 millions d'habitants, avec une superficie de plus de 500 000 km². Ça ne s'explique pas. Et le Katanga a eu 4 600 000 électeurs. Comment expliquer ça? Donc nous nous avons dit, allons-y plus loin. Et nous avons mené une enquête dans la ville de Kinshasa. Nous avons pris un échantillon de 5 000 personnes, leur demandant, est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Oui, 97% avaient leur carte d'électeur. Alors, si 97%. 97% avaient leur carte d'électeur, mais comment, si vous prenez la population en âge de voter et vous appliquez ces taux-là, vous ne pouvez pas avoir 3 300 000 ou 3 400 000. Donc, nous avons dit qu'il y a un problème. Donc, les gens ont leur carte d'électeur, mais les noms ne se retrouvent pas dans les fichiers. Il faut auditer, et c'est pour cela, vous avez vu qu'en 2011, nous avons baptisé un jeudi serveur. Certains lui prétendent, Sindiki Dokolo, lui prête des ambitions politiques, mais lui-même aussi il dit dans les réseaux sociaux, mon engagement ne vise pas un projet politique. Qu'en pensez-vous, comme vous le connaissez mieux que moi, je ne cherche jamais à me mêler de la vie privée des gens. Le syndicat Dokolo fait ce qu'il veut de sa vie. S'il se sent aujourd'hui à même d'embrasser la carrière politique, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'elle doit être réservée à une catégorie de gens et pas à d'autres? Non, il a parfaitement le droit. D'ailleurs, je crois qu'il est bien paré pour ce faire. J'apprends à le connaître. En tout cas, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a de la volonté. Et je crois qu'il a parfaitement sa place en politique, pourquoi pas. Et donc, l'UDPS et vous-même, vous êtes prêts à travailler avec tout le monde dans une transition sans Kabila? Absolument. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, y compris même les partisans de M. Kabila, mais à condition que celui-ci passe la main et qu'il permette au pays d'avancer. L'essentiel pour nous doit demeurer l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui nous guide. Ce n'est pas des petits intérêts partisans, des petits avantages particuliers, non. Nous voulons le bien-être de notre pays, de notre peuple. C'est pour ça que nous nous battons. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Passons maintenant aux États-Unis qui veulent une enquête complète sous la responsabilité du secrétaire général de l'ONU sur le meurtre en mars de 2 experts en République démocratique du Congo. Et récemment, Nikki Haley, qui est l'ambassadrice américaine à l'ONU, dit « Nous continuons d'avoir besoin d'une enquête complète sous l'autorité du secrétaire général sur les événements liés à leur mort et une mise aux responsabilités des auteurs. » Pensez-vous ici, M. Félix Tshisekedi, que la RDC devait accepter une enquête pareille, une enquête indépendante où eux-mêmes ne sont pas, parce que le gouvernement demande à ce qu'ils soient inclus dans cette... Moi, je pensais qu'il l'avait déjà fait depuis tout ce temps. Parce que normalement, pour des gens qui se disent épris de paix et de justice,
leur souci devrait être de faire la lumière sur ces gens qui n'étaient venus que s'enquérir d'une situation qui était tout à fait anormale. Il y avait des gens qui étaient massacrés et on voulait, ces enquêteurs de l'ONU étaient venus savoir ce qui se passait et ils ont perdu la vie pour ça. Au nom, ne fût-ce que de leur famille, de ce malheur qui leur est arrivé, au nom de ce drame, il faut absolument faire la lumière. Je ne comprends pas pourquoi, au niveau du gouvernement Kabila, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait autant d'obstructions à cela. Ça voudrait dire alors qu'on a des choses à cacher. Et ça, nous disons, il faut alors dans ce cas faire la lumière et établir les responsabilités pour que des sanctions s'en suivent. Ça, il n'y a rien à faire. Personne ne doit se dérober à la justice internationale, surtout après avoir commis un tel crime odieux. Voilà. Est-ce que, honorable, on peut dire, on peut voir l'honorable candidat présidentiel 2016? Écoutez, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut faire une chose à son temps. Okay? Aujourd'hui, il y a des priorités. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer à se battre qui va être candidat et tout ça. Il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs personnes qui sont capables. Mais je crois Par exemple, vous avez un exemple? Non, 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 je ne vais pas le donner. Mais ces gens-là, ils les connaissent, la population le sait. Okay? Vital Kamerhe, par exemple? Je ne parle pas de noms. Il y aura des candidats. Okay? Mais nous avons une constitution qui a été modifiée, révisée d'une manière intempestive. Je parle de l'article 71 de la Constitution, qui a révisé le scrutin, le mode du scrutin présidentiel. Le scrutin présidentiel qui était à 2 tours a été ramené à 1 tour. Donc, je pense que nous serons suffisamment responsables pour que tous ceux qui ont des ambitions, à un moment donné, se mettent autour d'une table pour dire qui est le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, peut-être c'est plus difficile à déterminer, mais qui a plus de chances? Parce que vous, personnellement, vous n'allez pas poser la candidature? Je n'ai pas dit ça. Ou pas encore? Je n'ai pas dit ça. Encore décidé. Non, j'ai dit que il faut faire chaque chose à son temps et quand il le faut. Aujourd'hui, la priorité, c'est 1, de respecter la Constitution, 2, que Malo Malo doit dégager pour avoir une commission électorale nationale indépendante, réellement indépendante, neutre, qui va nous conduire vers les élections crédibles, des élections transparentes. Et viendra le temps où les gens vont se déterminer. Je suis coordonnateur d'un grand mouvement politique. Le mouvement va se déterminer. Donc chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Donc on ne peut pas faire des choses à la va-vite ou des choses sans calculer. Et parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on s'embrouille dès à présent. On dit tel est candidat, tel autre candidat. Et alors comme ça, on commence simplement à se focaliser sur la candidature. Or, aujourd'hui, il y a autre chose. En tant que président du Rassemblement et aussi membre influent, je dois dire, de l'UDPS, qu'attendez-vous des États-Unis d'Amérique ou du gouvernement américain? Mais sa contribution dans les efforts que nous faisons. Les États-Unis sont l'une des plus grandes démocraties du monde. Donc, ils doivent se sentir solidaires de tous ceux qui se battent, et surtout en Afrique, où on a un sérieux problème de culture démocratique, pour tous ceux qui se battent pour la démocratie. C'est ce que nous attendons d'eux. Évidemment, nous ne sommes pas ici pour rêver d'avoir une manne qui tombe du ciel, certes, mais nous connaissons l'influence des États-Unis, nous connaissons son attachement aux principes démocratiques, et donc nous venons lui demander son soutien à cela. Parce que ce que nous faisons au Congo, c'est d'essayer de ressembler à ces nations qui, aujourd'hui, font le bonheur de leur peuple parce qu'ils ont été sur la voie de la démocratie, la voie de l'état de droit. Et donc, nous pensons que c'est ça la solution pour sortir le Congo de ces malheurs que nous traînons maintenant depuis les années de l'indépendance. Honorable, alors une dernière question parce que le temps nous presse déjà là. Les musiciens congolais, je n'ai pas posé cette question, et certaines autorités ne peuvent plus se promener librement à l'étranger, je ne vous apprends rien.
en tant que député, qu'est-ce que cela vous dit aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui nous voyons des musiciens et des autorités congolaises qui vont en Europe, qui se disent, et ils disent clairement, on ne peut pas se promener librement dans notre communauté, dans la diaspora, comme c'était dans le temps. Et ça devient un problème congolais, comme on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'honorable et aussi en tant que président de SID? Mais en tant que citoyen congolais tout court, ce n'est pas une génération spontanée. Et je crois que chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Et quand les frères et sœurs vivant à l'extérieur du pays prennent leurs responsabilités, je crois qu'ils ont donné des raisons. Et je crois que ces phénomènes, ce n'est pas un phénomène définitif. Ils ont demandé certaines choses. Il y a des préalables. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la démocratie s'installe dans notre pays. Mais si on instaure la démocratie réelle, est-ce qu'on aura encore ces phénomènes? Donc moi, je crois que c'est question de responsabilité. Les frères et sœurs ont pris leurs responsabilités. Ils savent ce qu'ils font. Je ne suis pas, d'accord qu'on brutalise les gens, mais je ne pense pas qu'eux, ils brutalisent les gens pour brutaliser les gens. Je pense que quand le musicien Jubin Piana avait voulu aller jouer au Zénith ou je ne sais pas à Bercy, les Congolais de l'Europe lui ont dit « Monsieur, ne venez pas ». Je crois qu'il y a eu des échanges. Pourquoi ils ont dit ça? Il dit que le pays est en crise. Et que, qu'est-ce que vous véhiculez comme message? Vous qui êtes là, vous politiciens qui êtes là, qu'est-ce que vous véhiculez comme message? Quel est votre rôle dans la consolidation de la démocratie? C'est ce qu'ils demandent. Et moi, je crois que nous devons tous être responsables et chacun doit prendre ses responsabilités et jouer sa partition. Félix, j'ai aussi une émission RM Show ici sur VO Afrique, une très grande émission phare où on parle de tout et de rien, des sujets socioculturels et la musique aussi. Mais un sujet qu'on débat aussi chaque semaine, c'est des sujets socioculturels. Le sujet qu'on débat cette semaine, c'est les conséquences de la hausse du dollar dans les pays africains. Pensez-vous que cette hausse, et on a eu beaucoup d'appels cette semaine venant de la RDC, les gens qui se plaignent que le taux du dollar est en train de... Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord, votre point de vue? Mais je crois que c'est la résultante d'une mauvaise gouvernance d'une part, et d'autre part, c'est aussi cette conséquence de l'attachement au dollar. Je pense que les économies africaines devraient essayer de créer les conditions pour se suffire, se prendre en charge. Et cela est possible en organisant une production locale, en essayant d'organiser l'économie à l'intérieur même de leur pays et de ne pas toujours dépendre de l'extérieur. Toujours dans cette émission, on a débattu il y a quelques semaines un grand débat entre les musiciens et les combattants résistants en Europe avec l'interdiction des chanteurs ou musiciens congolais à Paris, en Belgique. Et il y a eu empêchement ou interdiction au jeune héritier Watanabe de chanter ou d'avoir son concert. Plusieurs personnes m'ont demandé, Roger, si vous avez la chance d'avoir Félix lui poser cette question. Pourquoi ils n'ont pas intervenu, ils ne sont pas intervenus pour demander aux combattants à ce que Héritier Watanabe puisse avoir son concert? Parce que Héritier s'est présenté au deuil du feu Papa Étienne Tshisekedi. Mais parce que, tout simplement, les combattants sont des hommes et des femmes libres qui ne dépendent pas de nous. Donc, si nous le faisons, est-ce qu'ils nous écouteront? Ça, c'est une chose. La seconde, je dirais que ce problème, pour qu'il prenne fin, je pense qu'il faudrait aussi que nos musiciens montrent plus d'attachement. C'est peut-être ça qui se passe. Les combattants ont sûrement l'impression que nos musiciens sont détachés des réalités de notre pays. Le pays est frappé par la pauvreté, par la dictature. Il y a plein de fléaux qui frappent ce pays et on ne les sent pas dans ce combat pour
libérer le pays. Donc ils devraient prendre leur courage, faire comme sous d'autres cieux, on a vu, même en Afrique, des musiciens militants qui ont plaidé, qui ont chanté contre l'injustice, contre la dictature, pour la liberté. Peut-être qu'ils devraient faire ça, et je crois que les combattantes et les combattants étant des êtres humains vont percevoir cela. Je ne prends pas position ici, je suis tout simplement en train d'expliquer ce phénomène. De la même manière, les combattants de la diaspora devraient comprendre que notre objectif doit être principalement le pouvoir de Kinshasa. Joseph Kabila, essentiellement. C'est lui qui est la cause de tous ces malheurs. Et même de ces musiciens qui ont peur de l'affronter en chantant sur des thèmes qui le dérangeraient. Donc, concentrons-nous plus sur ça que d'autres. C'est vrai, les musiciens peuvent être cette occasion de se défouler, mais je crois qu'on perd de l'énergie pour rien à se concentrer sur ça. Nous devons rester focalisés sur Joseph Kabila, c'est lui la cause de nos malheurs. Avons-nous une date pour le retour du corps du feu? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Le gouvernement nous tourne en bourrique. Manifestement, ils ont très peur du retour de ce corps parce qu'il va susciter un rassemblement monstre, évidemment. Tout le monde voudra rendre hommage à l'icône de la démocratie au Congo. Mais nous avons passé des messages pour leur dire que nous ne croyons pas qu'il y aura des débordements parce que le souci sera de le mettre en terre et de lui rendre hommage. Mais il y a comme un acharnement. Je crois qu'il y a une haine. Ça commence à devenir comme de la haine. Puisqu'on le haïssait, on croit pouvoir le punir en faisant ça. Mais nous disons, Étienne Tshisekedi, mort ou vivant, reste le même. Ça ne changera pas. Les Congolais l'aimeront toujours, le porteront toujours à cœur. Les Congolais comme les gens d'ailleurs dans le monde. Et nous n'allons pas nous fatiguer pour ramener son corps. C'est pour ça que nous refusons de l'enterrer en Belgique. C'est parce que simplement nous ne voulons pas donner l'occasion à ce pouvoir d'avoir l'impression d'avoir gagné cette bataille. Nous gagnerons cette bataille parce que nous ramènerons le corps du président au Congo et très bientôt, parce que je voulais le dire d'ailleurs en passant à ce sujet, nous avons lancé une souscription. Il y aura des précisions en tout cas très prochainement. Tout est là, les dépliants, malheureusement je n'en ai pas ici, mais nous allons le moment venu donner la très très bonne information, les comptes, comment apporter sa cotisation même à partir de l'extérieur. Donc ça se fera, il n'y a pas de problème, sans ce pouvoir qui ne veut pas manifestement nous aider à enterrer notre patriarche, mais nous le ferons. Voilà, espérons que vous avez apprécié ces interviews. Je rappelle ici que la Cour constitutionnelle dispose de 8 jours ouvrables pour étudier le recours de M. Fayulu. M. Nanga a indiqué dans la nuit que l'investiture de M. Tshisekedi interviendrait le 22 janvier. Et n'oubliez pas aussi que, les amis, vous pouvez toujours revoir cette interview sur notre site internet www.voafrique.com. C'est Roger Muntu de RM Show à Voice of America, VO Afrique, et je vous dis comme d'hab, so long. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Salut les amis, ici Roger Muntu de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Muntu la icône, gagne ramène réo. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Bon voyage, madame. tout de suite sur la voie d'Amérique. Avion Wenekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Écoutez VOA Afrique au Congo-Brazzaville. Suivez-nous sur la voie de l'Amérique en FM à Brazzaville sur la 104.3.